Bonjour tout le monde. C'est ça également, vous avez peut-être remarqué, on a des champs d'intérêt par rapport au sujet qu'on a développé pour vous aujourd'hui. C'est un sujet qui m'intéresse personnellement, puis Samuel également, les communautés. Comment se réapproprier les objets et tout, donc on va parler beaucoup de ça par l'entremise des modifications amateurs de Mountain Blade 2 Bannerlord, et on va plutôt aborder qu'est-ce qui a été fait au niveau du genre. Donc peut-être à main levée, qui sait c'est quoi un mod dans le jeu vidéo? OK. Quand on installe, c'est moins fréquent quand même. Tout le monde sait c'est quoi, en tout cas si on est des joueurs et des joueuses, tout le monde sait c'est quoi, mais on n'est pas nécessairement des frivands d'installation, ça demande quand même certaines compétences techniques, même si ça s'est démocratisé avec les années. Donc peut-être un petit tour de table pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est quoi un mod, mais un mod c'est une modification, c'est une création amateur qui cherche à modifier un contenu déjà existant. Donc c'est pas nécessairement en lien avec les jeux vidéo. Du modding, ça peut se faire dans d'autres sphères que le jeu vidéo, mais accessoirement, ultimement, c'est la modification d'un contenu déjà existant. L'action du modding, ça ressemble beaucoup à du do-it-yourself. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait du do-it-yourself ici ou qui a mis la pratique? De plus en plus populaire pour beaucoup de raisons. Je vois une tête qui hoche. Merveilleux. Donc oui, c'est une pratique qui s'est beaucoup démocratisée au cours des dernières années également. Et le jeu vidéo, on l'a fait déjà depuis un certain temps. Et les modeurs et les modeuses, c'est celles et ceux qui font les mods en question. Les formes que ça prend, ça peut être multiple, insensé, engagé. On va en présenter quelques exemples aujourd'hui. Mais on les convertit souvent en deux types différents. Il y a les modifications matérielles qu'on appelle le hard modding. Donc ça, c'est vraiment aller avec la matérialité des choses. Par exemple, la mode RGB pour les tours, ça peut rentrer là-dedans. Ajouter des petites lumières, mettre des petits Funko Pop à l'intérieur de sa tour, ça rentre aussi là-dedans. Et également avec les imprimantes 3D qui sont devenues de plus en plus accessibles, c'est de plus en plus facile de développer, par exemple, une nouvelle coque pour sa Game Boy, par exemple. Donc, on modifie physiquement l'objet. Alors que la modification logicielle, ça s'intéresse plus à tout ce qui est numérique. Donc, on va prendre les ordinateurs pour aller façonner les logiciels pour en faire d'autres choses. Là, on va parler de jeux vidéo aujourd'hui, mais par exemple, on peut faire des plugins pour Excel. C'est des modifications logicielles qu'on apporte à un logiciel de spreadsheet en général. Petit exemple que j'aime beaucoup. Petite touche. Si ça vous intéresse de changer vos claviers qui sont un peu rébarbatifs, noir, gris ou blanc, vous pouvez imprimer des petites touches. Dans ce cas-ci, c'est une artiste qui a fait un petit Eevee dans de la résine. Ou même faire de la modification logicielle avec les logiciels qui ont été prodigués par les compagnies elles-mêmes. Moi, j'aime bien l'exemple de Warcraft 3 avec l'éditeur de cartes qui a une valeur symbolique dans mon enfance. J'ai utilisé beaucoup. Je ne savais pas vraiment bien l'utiliser, mais d'autres savaient l'utiliser mieux que moi et ils ont fait vraiment des belles choses. Par exemple, les MOBA, League of Legends, ça vient de cet éditeur de cartes-là. Quelle forme ça prend également? Un autre exemple que j'aime beaucoup, là, c'est plus des contenus. Peut-être une petite intervention. Parfait. Fallout 4, c'est un jeu de tir quand même relativement sérieux. Ça se passe dans un environnement post-apocalyptique et tout. Mais Fallout 4, il y a un des premiers modes qui est sorti, je pense, la deuxième semaine. C'est que dans le jeu, il y a un petit bébé qu'on voit dès le début du jeu. Et les gens ont dit, on a une arme avec un projectile, une petite bombe nucléaire relativement rond. On va changer le bébé pour le projectile. Et là, pouf, on tire le bébé avec notre canon qui fait une espèce de champignon atomique quand il atterrit sur le sol. Donc ça peut être vraiment très éclaté comme production. Vous allez le voir si vous commencez à naviguer sur les internets. Mais on a des modes un petit peu plus engagés qu'on va aborder aujourd'hui. Bon. Quelle forme ça prend, c'est une chose. Quelle plateforme ça prend? C'est quand même important de le mentionner. C'est quand même un colloque sur les plateformes. Il y en a vraiment, vraiment plusieurs qui prennent de multiples formes, comme par exemple, on a des serveurs sociaux. Vraiment, c'est pas vraiment pour le partage des modes, c'est plus pour la discussion autour des modes. Dédiés comme Discord. Il y a des plateformes de partage qui sont vraiment dédiées pour partager les modes, comme par exemple Nexus Mod. Et on a également des supports à la création, comme Steam Workshop, qui permet non seulement de partager ces modes, mais en plus faciliter l'installation des modes. Parce que je sais pas, y a-t-il quelqu'un qui a déjà essayé d'installer un mode il y a 10 ans? Est-ce que c'était facile? / impossible / le jeu crash. Bon, Steam Workshop est vraiment venu démocratiser un peu la pratique de l'installation, donc pas nécessairement la pratique du développement, mais de plutôt faciliter l'installation sur nos jeux vidéo. Et aujourd'hui, le jeu qu'on va discuter, c'est Mountain Blade 2 Bannerlord. Et là, qu'est-ce que je vais présenter? C'est quelque chose que j'ai déjà présenté dans d'autres conférences. C'est l'idée que
La construction de mode, c'est vraiment une discussion entre des instances officielles qui créent les jeux et des instances amatrices qui essayent de les modifier. Pourquoi une discussion? Ben, c'est parce que quand un jeu vidéo sort, ben, il y a une proposition d'expérience. Donc, le jeu propose de faire une expérience du jeu, mais il y a quand même une production amateur à côté qui dit « Oui, c'est bien, je l'aime, je joue à ton jeu, mais encore. » Et là, ils vont faire des modifications sur le jeu pour apporter soit leur petit grain de sel, soit parce que c'est des fans de Star Trek ou de Star Wars puis ils veulent voir des armes apparaître dans un univers médiéval fantastique. Ça peut être une raison de faire du mode. Mais il va toujours avoir ce petit grain de sel des communautés amateurs qui vont s'émincer. Là, qu'est-ce qu'on aimerait vous présenter aujourd'hui? Samuel va aborder ça tout de suite après. C'est l'idée que dans Mount & Blade 2 Bannerlord, qui est un jeu de stratégie relativement sérieux, je vais dire ça comme ça quand même, qui se passe dans un médiéval fantastique, on a des propositions. Comme par exemple que c'est un monde qui se veut réaliste, mais qui reste fictif. Samuel va y revenir un peu plus après. Et qui met de côté plusieurs aspects du sexisme, tout en restant patriarcal. Tous les grands dirigeants, c'est des hommes. Je ne vous le cacherai pas. Le jeu met l'emphase là-dessus. Et de l'autre côté, par contre, on a une production amateur qui va directement réagir à ces propositions-là. Qui va soit, là on a deux cas de figure, mieux intégrer les femmes, donc qui jugent que le jeu l'a mal fait, ou qui pourrait le faire mieux, donc ils vont retravailler cette idée-là avec des modes, ou mettre en avant le sexisme. On voit qu'ils sont un peu... il y a comme un flash qui se fait entre les deux. Mais on va présenter les deux aujourd'hui, et notre idée, c'est de vous présenter vraiment ces plateformes-là comme des champs de bataille. Parce qu'on voit que l'avantage d'avoir des plateformes pour discuter du travail qui a été fait, que ce soit la production officielle ou la production amateur, mais ça crée des espaces de discussion pour pouvoir amener des idées ou pouvoir amener, comme qu'on essayait, comme on va essayer de faire aujourd'hui, j'ai le manque du mot, ça va m'arriver, pour amener des idéologies. Donc, c'est ce que Sam va vous présenter à l'instant. Donc, merci. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est vous présenter l'exemple justement des modes qui modifient la relation au genre et comment c'est représenté dans l'univers diégétique du jeu Mount & Blade Bannerlord, qui est un jeu qui reprend certains aspects historiques, mais dans un monde qui est différent, où est-ce qu'on n'a pas l'Europe comme on connaît, on n'a pas le Moyen-Orient, mais on a des populations qui sont inspirées de ces regroupements géographiques-là sous d'autres noms et qui ont une histoire qui est différente, mais tout en ayant des inspirations du réel, ce qui fait en sorte qu'on a un univers qui est fictif, mais qui se veut, entre très gros guillemets, réaliste sur certains points. Pour commencer, je vais vous présenter quelques modes et qu'est-ce qu'ils font pour mieux comprendre. Et après ça, on va aller un petit peu plus loin sur qu'est-ce que les plateformes de distribution permettent comme discussion en tant que telles. Premièrement, on a les modes, justement, comme mon collègue l'a dit, qui permettent d'ajouter une plus grande présence des femmes dans le jeu. C'est notamment en ajoutant des unités militaires féminines que les joueuses peuvent recruter et combattre sur les champs de bataille. On peut d'ailleurs nommer deux exemples qui sont Female Troops Simplified, le laser ne marche pas, et de Matriarchy qui est à gauche ici. Le premier permet d'ajouter des unités militaires féminines à des unités qui sont normalement entièrement masculines et d'en ajuster le pourcentage, donc des unités, par exemple, d'infanterie qui étaient juste des hommes, on peut décider qu'il y a 50% de femmes qui vont être représentées quand on entre sur le champ de bataille, entre autres. Le deuxième transforme toutes les unités militaires du jeu en femmes, mais aussi la majorité des passants qu'on peut repérer dans les villes du jeu en tant que tel. Ce dernier mode est assez intéressant parce que dans les plans futurs qui sont présentés, on a des changements qui visent à modifier le système de mariage et d'héritage pour qu'il devienne matrilinéaire plutôt que patriarcal. Donc, plutôt que d'avoir un héritage et une cessation du pouvoir qui va parler d'homme en homme pour les PNG, on aurait un transfert du pouvoir qui irait de femme en femme en priorité, alors que les joueuses n'ont pas ces limitations-là en tant que telles. Néanmoins, ces modes restent relativement limités car ils ne changent pas les seigneurs qui représentent la majorité des personnages importants
du jeu et qu'il reste des hommes, donc souvent des chefs de faction, à part une femme qui dirige une des factions du jeu. Et le remplacement touche évidemment la majorité des personnages, mais reste limité aux unités militaires et aux personnages secondaires, donc pas aux personnages importants qui ont une plus grande influence sur l'univers du jeu. Une autre catégorie est celle des modes qui, bon, évidemment, au contraire, vont rajouter du sexisme, des inégalités, même de l'invisibilisation des femmes. Nos recherches ont permis de déterminer d'ailleurs 3 grands ensembles qui reviennent plus souvent sous la forme de censure de certaines unités, de l'élimination de possibilités des personnages non-joueurs féminins et d'ajout d'interactions directement sexistes. Par exemple, un des modes sert à remplacer par des hommes la seule catégorie d'unité féminine du jeu, des mercenaires du nom de Sword Sisters, qui était déjà présent dans un opus précédent, et le remplace par des unités masculines en tant que telles, en justifiant leur censure par une question qui est liée à un supposé irréalisme d'avoir des femmes formant une compagnie de mercenaires ou combattant sur les champs de bataille. Cette logique du réalisme historique est souvent présente dans les modes censurant ou rajoutant du sexisme, au point où ils sont souvent inclus dans des listes de modes visant à augmenter le réalisme de l'univers de jeu, notamment en rajoutant des armes, en modifiant des vêtements ou en modifiant le visuel pour amener une certaine immersion historique. Mais on pourrait se demander, OK, c'est ça le raisonnement de plusieurs, mais est-ce que ça représente vraiment les recherches historiques sur la question? Lorsqu'on va voir des études récentes sur l'histoire du rôle des femmes dans l'espace des guerres, on peut voir que la question des femmes qui participent à la guerre n'est pas une anomalie et que malgré une histoire qui a été créée et analysée par un prisme patriarcal, il existait des exemples et des traces où elles ont participé activement à la guerre, soit pour se venger, tuer, se défendre, planifier, diriger et même commander les fameuses compagnies de mercenaires dont il était question dans le précédent mode. Sans remettre en question le rejet, le patriarcat, l'exclusion et le sexisme qui était bel et bien présent à l'époque et qui ciblait les femmes, ces études montrent un passé qui est beaucoup plus complexe que ce que les modes qu'on va voir essayent de nous faire croire et les justifications qui sont apportées pour les supporter. Ces derniers agissent ainsi plus comme une mémoire, une vision de ce qu'était l'histoire, telle que relatée par des sources faites principalement par des hommes, une vision qui est alors imposée comme celle qui est considérée comme la plus légitime par les auteurs et qui se retrouve cristallisée par l'intégration de modes et des arguments pour supporter leur réalisme. D'autres modes vont encore plus loin en changeant la manière d'agir des seigneuresses qui sont présentes dans le jeu pour qu'elles restent passivement à leur logis plutôt que d'explorer la carte. Elles perdent ainsi une large part de leur agentivité et de leur présence dans la diégèse et dans le jeu en tant que tel. Elles deviennent des personnages de second ordre qui n'ont aucun moyen de changer leur situation, de résister ou même de remettre en question leur position, alors qu'elles ne peuvent plus aller attaquer, conquérir, se battre ou même se déplacer sur la carte de jeu par elles-mêmes. Elles sont ainsi soumises aux actions des autres personnages, notamment des joueurs et des joueuses. Un dernier exemple marquant est un mode qui, plutôt que d'éliminer des possibilités, ajoute des interactions sexistes qui étaient déjà en partie intégrées dans le code du jeu, mais qui n'ont pas été activées dans la version officielle telle qu'elle est présentée, telle que quelqu'un qui télécharge le jeu peut jouer. Il faut savoir que Mount & Blade Warband, qui était une version améliorée du premier jeu qui est sorti avant Bannerlord, avait une option permettant d'activer des interactions sexistes pour les protagonistes féminins, ce qui faisait en sorte que certains personnages du jeu réagissaient au fait que les joueurs-joueuses jouaient un personnage féminin et avaient des options de dialogue qui étaient spécifiques et qui étaient faites en conséquence. Des traces d'une tentative de faire de même dans le jeu qui nous intéresse existent et ont été complétées par Panzer, la personne qui a créé le mode en question, pour prendre la forme de ces exemples qui vont de la surprise positive face à une femme guerrière à une hostilité qui est quand même assez ouverte et un rejet de cette possibilité. On remarquera tout de même que, contrairement à d'autres exemples qu'on a qui ajoutent du sexisme dans l'univers de jeu, il y a des plans pour ajouter la possibilité de justement résister à ce sexisme-là par des duels pour pouvoir, et je cite la personne, frapper les passes sexistes au visage. Donc, on a quand même une autre optique par rapport à cette option-là.
De plus, cela s'ajoute à un avertissement qui est fait pour dire explicitement que la personne qui crée le mode supporte les droits des personnes trans et mentionne le fait que c'est plutôt parce que dans le contexte du setting de l'univers du jeu, ça serait mieux, selon cette personne-là, de rajouter ça pour aller avec comment il a été formé, plutôt que de lier directement une question de réalisme ou un lien avec notre réalité. Donc, on a quand même une manière de faire et de voir les choses qui est différente. Il faut tout de même savoir que les modes en eux-mêmes ne sont pas la limite des débats. C'est une partie, c'est une création qui est faite, mais ça va beaucoup plus loin. Les plateformes de distribution de ces modes et leurs sections commentaires, notamment, agissent également comme un lieu de débat et de polémique qui prennent souvent racine dans les conflits mémoriels du réel ou même idéologiques du réel, pour être plus général. Il y a ainsi des affrontements entre différentes visions qui sont plus ou moins pour ou contre certains des raisonnements derrière l'utilisation de modes excluant des femmes. Par exemple, ici, on a une altercation entre deux personnes qui débattent de la véracité de certaines découvertes archéologiques récentes montrant la présence de femmes guerrières et de l'application de ces découvertes-là dans le contexte du jeu par l'intermédiaire des cultures qui servent d'inspiration aux nations fictives, je le répète, du jeu. D'autres, ils vont plutôt d'attaques personnelles et, on va se le dire, parfois et même souvent sexistes ou transphobes envers les autres personnes. Plusieurs remettent aussi en question les raisons sexistes derrière l'utilisation de ces modes pour effacer les femmes. D'autres vont même critiquer certaines plateformes qui seraient devenues, et je cite, woke, dans leur censure des modes, étant donné qu'il y a certains modes qui rajoutaient du sexisme ou qui éliminaient les femmes, qui ont été enlevés de certaines plateformes comme Nexus Mode par les propriétaires ou la modération du moins. On a même plusieurs personnes qui mettent en avant leur position sous forme de blagues et de sarcasme, qui rend parfois difficile de savoir c'est quoi leur vraie opinion sur le sujet, en fait, ou qui remettent en question l'importance même du débat quant au choix d'un mode pour modifier son expérience personnelle, tentant ici un désamorçage de la situation en la sursimplifiant, alors que ce n'est pas nécessairement le mode en lui-même qui est remis en question, mais l'intention derrière son utilisation et sa création en tant que telle. Donc, c'est éviter un petit peu le débat principal qui est mis en avant. En fait, il y a même quelques exemples de répliques au mode censurant les femmes qui abordent des sujets comme la masculinité toxique, l'oppression, le patriarcat, l'ethnocentrisme et même les relations de pouvoir et de domination. Il faut tout de même savoir que par la nature de ces modes, ils attirent plus souvent des personnes qui cherchent activement à éliminer les femmes du jeu, car ce sont les personnes qui cherchent et trouvent le plus souvent ces contenus de jeu. Donc, ça fait en sorte que c'est quand même une minorité des commentaires. Et cela, malgré le fait que ces modes qui se disent comme voulant rajouter du réalisme se retrouvent souvent dans des ensembles de modes plus grands qui visent justement à rendre le jeu plus réel en tant que tel. Donc, ils viennent dans des packs, entre guillemets, ou des ensembles de modes en tant que tel, et quelqu'un qui ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a dans chacun, qu'est-ce qui est inclus dans chacun des packs de mode et qui ne regarde pas assez, va se retrouver avec justement ces types de modes-là qui vont être inclus malgré eux, parfois. Évidemment, on n'a pas vraiment le temps de passer chaque commentaire en détail. Malheureusement, il y a un temps limite à cette présentation. Vous aurez vos questions plus tard pour qu'on puisse aller plus en détail sur les sujets qui vous intéressent. Mais on peut tout de même ressortir de ces derniers un affrontement entre différentes visions de ce qu'est le véritable passé inaccessible, qui change d'une personne à l'autre sans nécessairement s'appuyer sur les recherches historiques récentes, qui, elles, tendent à montrer une histoire qui est plus diversifiée et qui invisibilise moins les femmes et les membres de la communauté LGBTQ+. De plus, on voit une répétition des débats sur la censure, le sexisme et le wokisme qui se retrouvent plus largement dans les médias et la politique actuelle, utilisant ainsi le jeu, ses modes et ses plateformes de distribution comme une toile de fond pour continuer ces débats qui dépassent largement les jeux ou les modes qui sont créés et qui utilisent ainsi ces créations-là et les jeux comme un champ de bataille en tant que tel pour des conflits qui les dépassent largement. Enfin, il y a aussi une tendance à questionner les installations des installateurs et de sexistes qui se cachent derrière le désir d'immersion, les guillemets sont importants, invoquant le fait qu'il représenterait une imposition d'une perception excluante du passé plutôt qu'un vrai désir de réalisme.
Cette dernière question est des plus importantes car dans un contexte où la forme des médias vidéoludiques oblige des choix dans ce qui peut être représenté, on peut se demander pourquoi l'ajout du sexisme est considéré comme suffisamment important là où d'autres phénomènes historiques tels la rigidité des hiérarchies sociales, la maladie des institutions religieuses, la diversité des systèmes politiques ou même les échanges culturels qui avaient lieu à ces époques-là sont peu ou pas présents dans les jeux et plus largement dans la plupart des modes qui cherchent justement à mettre du réalisme. Pourquoi alors exclure à tout prix les femmes du jeu plus que de renforcer ces autres aspects, mettant de côté justement plusieurs joueurs-joueuses qui désireraient jouer ces personnages-là ou explorer un monde où est-ce que le sexisme ne fait pas entièrement partie d'un univers qui reste fictif d'ailleurs? Cela s'ajoute au fait que ces modes font des effacements et des exclusions qui sont plus rigides que celles du passé tel qu'on le connaît selon les études, évidemment, où les règles sont souvent appliquées inégalement sur le territoire et dépendamment de la classe sociale des personnes, et où il existait quand même des moyens pour les femmes de gagner en importance et en indépendance, notamment avec le statut de veuve, malgré une société qui, je le rappelle, et il ne faut pas l'effacer, restait patriarcale et sexiste, et avait quand même de grandes restrictions sur les femmes, avec un contrôle qui était fait sur ce qu'elles pouvaient faire et comment étaient considérées leurs actions en tant que telles. Je passe le bâton. Peut-être pour faire, je crois qu'on est quand même à cause de temps, donc je vais faire ça quand même assez rapidement. Juste, du temps de Peut-être 3 minutes, là, donc c'est correct. Il ne faut pas oublier aussi que, on revient un peu à l'idée des plateformes. On a parlé beaucoup de création de contenu, on a parlé beaucoup de débats. Les plateformes, d'une part, ça permet d'avoir ces débats-là. C'est super important parce que vous voyez que ce n'est pas noir et blanc. Là. Je veux dire, les gens portent certaines nuances de gris très importantes. Et peut-être noter que ça arrive quand même de plus en plus souvent que les développeurs prennent en considération les communautés de modding. Par exemple, sur ce côté-ci, c'est la page officielle de Mount & Blade 2 Bannerlord. C'est un serveur Discord qui a été créé par la compagnie pour essayer de soutenir la création puis la communauté de modding. Là, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est un support ou c'est une surveillance? On ne sait pas encore. On n'a pas accès à la modération en tant que telle. Je ne suis pas assez actif sur le serveur pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui disparaissent, est-ce qu'il y a des choses qui reparaissent. Également, il ne faut pas oublier, ça c'est super important parce que les plateformes, ils outrepassent un peu l'objet du jeu. C'est-à-dire que la plateforme Nexus Mod existait avant Mount & Blade 2 Bannerlord et elle existait pendant la vie du premier Mount & Blade Warband et que la communauté, en fait, a une mémoire de ce qui s'est passé auparavant. Il ne faut pas non plus l'oublier. Par exemple, ici, c'est presque triste, pour vous dire, mais il y a deux exemples que Samuel a mentionnés qui sont quand même assez cardinaux à mes yeux. Premièrement, la possibilité d'ajouter ou d'enlever le sexisme dans le 1 qui a disparu dans le 2. Également, l'histoire des Sword Sisters. Ici, c'est la carte officielle de Steam du premier opus de la série. Il était quand même assez importante et le groupe était quand même assez aimé dans le premier. Et dans le 2, on vous a montré un mode qui cherchait à les effacer. Mais quand que le 2 est sorti, il n'était pas là. Les développeurs n'avaient pas ajouté ce groupe au jeu. Ils l'ont ajouté par après dans une patch. Donc, ils sont un peu repris. Après ça, la communauté de modding les réenlève. Vous voyez que les Sword Sisters ont une vie assez tragique. Donc, ça, c'est une mémoire résiduelle des modeurs et des modeuses. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont quand même assez assidus. Je ne cacherai pas que c'est le genre de population qui lit les patchs. Je veux dire, c'est comme un peu leur dada. Essayer de voir comment le jeu se modifie. Également, s'il y a une mise à jour qui est faite sur le logiciel, mais ça se peut que leur mode soit plus compatible. Donc, il faut qu'ils s'assurent que leur mode soit toujours compatible avec les nouvelles itérations du jeu. Donc, les plateformes permettent de tout archiver ça. Malheureusement, je pense que mon collègue Danny va être d'accord ici, mais la précarité de ce contenu-là est quand même assez alarmante. Donc, c'est toutes des choses à considérer quand on étudie ça. Donc, au-delà du mode en tant que tel, il y a tout un écosystème excessivement riche en tout et pour tout qui permet d'analyser un peu ce qui se passe par l'entremise des discours. Merci.